Bonjour, dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux écrans et notamment à la place dans notre quotidien. À une époque où on remarque une baisse de l'attention, de la concentration, de l'esprit critique, du raisonnement, etc., quelle est vraiment l'implication des écrans dans tous ces phénomènes? Est-ce que tous nos problèmes sont dus à ces écrans? Est-ce que c'est vraiment la faute aux écrans? On va s'interroger sur cette question, on va essayer de comprendre d'où vient cette peur, dans l'histoire notamment, l'histoire donc de la technologie. Est-ce que les écrans sont aussi nocifs qu'on veut bien nous faire croire? Est-ce que ce n'est pas juste une question d'usage? Et je tenterai d'apporter une conclusion pour vous permettre d'avancer sur ce chemin, tout simplement. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste. J'interviens sur l'art de la mémoire depuis 1995. Je partage toutes mes connaissances sur mon site https://lettres-du-nom-secret.com, notamment à travers un projet qui s'appelle le MémoCamp. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une intervention de ma part partout dans le monde où on ne m'interroge pas sur cette question des écrans. Parce que figurez-vous que pour la plupart des gens, c'était beaucoup mieux autrefois. Et ma question que je pose souvent lorsqu'on me fait cette remarque, c'était mais c'est quand autrefois? À partir de quand c'était mieux? Parce que évidemment, à chacun de notre vie, à chaque étape de notre vie, on se retrouve confronté à cette innovation. On appelle ça l'enracinement cognitif, cette façon de toujours se plaindre de l'évolution technologique. Parce que ça fait souvent peur et on a l'impression que voilà, de notre temps, c'était mieux et c'était bien suffisant. N'empêche que, on est d'accord, les machines à laver, la voiture, la radio, le téléphone, tout ça, c'est quand même drôlement pratique. La peur de l'innovation, c'est un thème qui est récurrent dans l'histoire des technologies, notamment les technologies de communication, et c'est souvent en raison des changements profonds qu'elles entraînent dans notre société. Je vous propose un résumé de la manière dont cette peur s'est manifestée à travers l'histoire, notamment avec l'écriture, avec les livres, avec la radio, avec la télévision et avec Internet. Dans l'Antiquité, l'écriture était perçue par certains comme une menace pour la mémoire et la tradition orale. Platon, notamment en racontant Socrate, qui était son maître, eh bien, il exprime dans Phèdre que l'écriture réduirait la nécessité de mémoriser et pourrait même affaiblir l'esprit. En fait, l'idée, c'était que les gens, avec l'écriture, commenceraient à s'appuyer sur des textes écrits au lieu de développer leur capacité à se souvenir et à réfléchir. Donc, l'écrit empêcherait le dialogue et donc toute la méthode socratique du questionnement, si chère donc à Socrate et évidemment à Platon. Et ça encouragerait une forme de passivité. Donc, pour le coup, on a plutôt jugé l'écrit comme quelque chose de nocif. Et aujourd'hui, on est bien d'accord, heureusement qu'on a appris à écrire, car dans notre révolution humaine, ça a eu quand même son utilité. Concernant les livres, eh bien avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, les livres sont devenus plus accessibles. Ils ont commencé donc à provoquer des inquiétudes parmi les élites qui craignaient la diffusion d'idées subversives et évidemment la perte de contrôle sur l'information. Et cette période a également vu des craintes concernant l'impact des livres sur la pensée individuelle et la morale. Donc les livres aussi ont fait peur à un moment de notre vie. Beaucoup plus tard, donc la radio. Évidemment, la radio, au début du XXe siècle, cette radio, elle a révolutionné la communication en permettant la diffusion instantanée d'informations et même de divertissements. Et à cette époque, les gouvernements et certains groupes craignaient que cette radio ne puisse être utilisée pour manipuler l'opinion publique ou propager des idéologies dangereuses, d'où la réglementation stricte des ondes dans de nombreux pays. Un peu plus proche de nous, la télévision, elle a été introduite à grande échelle après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été très vite critiquée pour son potentiel à abrutir les gens, notamment en réduisant les interactions sociales, tiens, ça parle à certaines personnes, et favorisant une culture de la passivité. Les intellectuels de l'époque et les critiques sociaux ont exprimé des inquiétudes sur le pouvoir de la télévision, notamment à modeler les normes sociales et culturelles. La télévision est donc devenue un des ennemis de notre société.
Puis évidemment Internet. Depuis son expansion dans les années 1990, Internet a soulevé des préoccupations quant à la sécurité des données, à la vie privée, à la propagation rapide de fausses nouvelles. Le potentiel d'Internet a influencé de manière significative la politique, la société et les interactions individuelles, a conduit à des débats sur la nécessité de réglementer le cyberspace. Dans chaque cas, bien que les craintes initiales aient souvent été exagérées, elles reflètent justement les préoccupations légitimes sur les impacts sociaux, culturels et politiques de ces nouvelles technologies. Mais historiquement, ces innovations ont à la fois transformé de manière bénéfique, mais aussi défié les structures de pouvoir et les normes existantes, conduisant à un équilibre en constante évolution entre les avantages et les défis qu'elles apportent. Aujourd'hui, on remarquera que les questions se posent sur notamment la 5G, les ondes, et puis bien évidemment ces fameux écrans. Mais est-ce que ces écrans sont aussi nocifs qu'on veut bien le faire croire ? Serge Picot est directeur de l'Institut de la Vision et des enfants lui ont posé des questions à travers une émission sur France Info, une émission très intéressante qui s'intitule Le vrai dit faux. Et Serge Picot donc, a tenu à répondre personnellement aux enfants. Notamment, est-ce qu'un écran, notamment un écran de tablette, un écran de smartphone, est-il aussi nocif qu'on veut bien le faire croire ? Souvent, on entend dire que voilà, les écrans, eh bien, ils émettent de la lumière bleue et c'est pas bon pour le cerveau. Alors, Serge Picot explique que la lumière bleue, en fait, émise par les écrans, elle est extrêmement faible et beaucoup plus faible que la lumière bleue émise par le soleil. Mais qu'effectivement, le soir, lorsqu'on regarde un écran, donc d'une tablette ou d'un smartphone, eh bien la lumière bleue qui est donc émise, elle va tout simplement nous empêcher de dormir car elle va activer les circuits neuronaux qui sont donc en lien avec notre capacité à rester éveillé. Donc il faut savoir que votre cerveau, en fait, il est guidé par la lumière et lorsqu'il y a la lumière, eh bien, c'est le signal comme quoi il faut rester éveillé et réveillé. Donc effectivement, si vous faites un bain de lumière le soir avant de vous endormir, vous donnez l'ordre à votre cerveau que, eh bien, il n'est pas l'heure de se coucher ni donc de dormir, donc ça va empêcher de dormir. Au-delà de ça, si vous voulez, il n'y a pas plus de problématiques. C'est-à-dire qu'en gros, on entend beaucoup de choses sur la lumière bleue des écrans et au final, il n'y a pas d'autres, enfin, a priori, il n'y a pas d'autres problématiques liées notamment à l'endormissement le soir. Alors évidemment, on va aussi entendre parler des ondes électromagnétiques que ces outils-là, que sont notamment les smartphones, dégagent. Eh bien, Serge Picot répond que ces fameuses ondes électromagnétiques sont extrêmement loin de la nocivité qui est donc mesurée par les agences de santé dans le monde entier et que, en fait, il n'y a pas de problématique particulière, notamment avec les smartphones aujourd'hui, en lien avec ces fameuses ondes électromagnétiques qui dégagent de la chaleur et qui, voilà, on pourrait brûler certains tissus, notamment de l'oreille ou enfin, pire pour certaines personnes qui ont peur donc du cerveau. Donc les écrans en soi, finalement, ce n'est pas forcément ça qui va poser problème. Est-ce que ce n'est pas tout simplement donc ces fameux usages ? Et donc souvent c'est vrai que lorsqu'on me pose la question est-ce que les écrans sont nocifs pour la mémoire, l'attention, la concentration, ma réponse est toujours un petit peu la même, c'est que ce n'est pas tellement les écrans en soi qui sont mauvais, c'est plutôt les usages. Effectivement, on va remarquer que lorsqu'on propose à des parents de ne pas mettre un enfant devant un écran, et qu'avant 3 ans il n'y a aucun gain, la vérité, plutôt, c'est de dire que un enfant qui reste passif devant un écran, mais j'ai envie de dire, pas qu'un écran, hein, devant un mur blanc, devant ce qu'on veut, il n'y a pas tellement d'intérêt au final. Il n'y a pas tellement d'intérêt parce qu'on ne va pas travailler sur l'interactivité, il ne va rien apprendre, il ne va pas être stimulé. Hein, c'est comme si on le mettait dans un placard finalement, donc ça ne sert à rien de le mettre dans un placard, l'enfant, parce qu'il ne va absolument rien apprendre. Donc lorsqu'on est passif aujourd'hui, effectivement, ça n'a aucun intérêt et on retrouve cette passivité notamment sur les réseaux sociaux. Là, on est d'accord,
si vous passez votre journée à consulter de façon complètement passive donc vos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit, je ne sais pas, Facebook ou autre, et que vous n'avez aucune interaction et que vous ne faites que consommer de l'information, il se peut que là, pour le coup, ce ne soit pas très, très, très bénéfique. Surtout, ça va développer une forme de dépendance parce que face à l'information, eh bien, on peut vite devenir accro, car le cerveau, il aime beaucoup ça. Il adore l'information, il adore se nourrir d'informations. Et ce plaisir immédiat que procure cet accès à l'information va faire en sorte donc de créer une forme de dépendance qui ne va pas forcément être très bonne, trop bonne. Au-delà de ça, effectivement, l'enjeu, c'est au niveau de l'attention. On va être tenté de toujours consulter son smartphone, sa tablette, son Apple Watch, tout ce qu'on veut en fait, pour combler cette attente, pour combler cette récompense qui nous est promise par l'information. Et on va sans doute perdre en capacité de maintenir son attention profonde qui, elle, demande un effort. Là, on est clairement dans cette problématique de la spontanéité face à l'effort que demande une attention soutenue. Votre cerveau, il est quand même programmé pour le moindre effort, dans le sens où il va économiser de l'énergie pour pouvoir vivre normalement. Et c'est votre volonté à vous qui va le guider vers cette capacité à mettre de l'effort. Donc si vous ne maîtrisez pas cette capacité-là, eh bien forcément, vous allez perdre en attention. Maintenant, si on utilise un écran de façon complètement active, mais quel que soit votre âge, j'allais dire même un enfant, si vous le mettez sur un programme interactif, actif, dans lequel il va pouvoir apprendre des choses, parce qu'il y aura du vocabulaire, parce qu'il y a de l'interaction, parce qu'on va le pousser donc, dans la compréhension de quelque chose, parce qu'on va éclairer sa lanterne, où l'enfant va pouvoir lui-même s'interroger, peut-être justement se contredire dans le sens où on va provoquer l'effet de surprise parce qu'il y a des jeux qui vont faire susciter l'intérêt et la curiosité de l'enfant et ils vont permettre à l'enfant donc de prendre conscience que ce à quoi il croyait n'était pas tout à fait vrai. Toute cette démarche-là, donc active, proactive, va plutôt être bénéfique. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait un jeu, lorsqu'on va peut-être lire, lorsqu'on va interroger quelqu'un. Dès qu'il y a de l'interactivité dans l'objectif d'apprendre des choses nouvelles, on est d'accord, c'est plutôt bénéfique. Donc, au final, l'écran en soi n'est pas si nocif que ça, on l'a vu tout à l'heure au point de vue technologique. Et dans les usages, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que vous en faites. Si vous n'en faites rien de bien, il y a de grandes chances pour que vous n'en retiriez rien de bien. Donc au final, les écrans sont un problème individuel. C'est aussi une responsabilité des parents, notamment chez les plus jeunes enfants. Si vous n'éduquez pas votre enfant donc, à l'usage de ces technologies, forcément, il y aura des biais, il y aura donc des erreurs d'usage, sans doute. Si on reprend l'exemple notamment des intelligences artificielles, est-ce qu'il faut les interdire ou est-ce qu'il faut éduquer ou s'éduquer à l'usage de ces outils-là? Moi, j'ai un papa qui est âgé maintenant et qui, pour lui, toujours, les smartphones ont été un grand méchant loup, ce qui fait qu'il n'a jamais eu accès à ces outils-là. Et l'effet pervers de ça, si vous voulez, c'est que ça conduit à une désocialisation. Je m'explique. Le smartphone en soi n'est ni bon ni mauvais comme ça. Par contre, c'est bien son usage qui fait la différence. Vous remarquerez que grâce à ces outils-là, on a accès à de l'information, on a accès à de la connaissance, on peut appeler des amis rapidement, on peut faire de la visio également pour interagir avec des gens, chose qui paraissait complètement illusoire il y a encore quelques années au final. Mon père, ma mère, aujourd'hui, n'ont pas accès à ces outils-là, ils les ont refusés, ce qui veut dire que pour leurs petits-enfants, par rapport à leurs petits-enfants, qui eux sont extrêmement connectés, eh bien, ils n'ont pas moyen d'interagir avec eux à distance. Ce sont des petits-enfants qui voyagent partout dans le monde, qui aimeraient pouvoir interagir avec leurs grands-parents, mais ils ne peuvent pas le faire, sinon par téléphone rapidement. Mais ils ne peuvent pas partager avec eux des images, des éléments visuels, peut-être des paysages, des photos, tout simplement, pour leur permettre de communiquer encore mieux et de façon beaucoup plus fine. À ce moment-là, si vous voulez, mes parents se désocialisent. Le refus de la technologie fait qu'ils vont donc se désocialiser, se mettre à la marge et être complètement largués.
Et ça, au final, c'est très mauvais pour la cognition. Donc, vous voyez, c'est toujours cette même mécanique. C'est comment est-ce qu'on va utiliser la technologie qui fera la différence. Le smartphone, si vous êtes devenu accro et si vous ne faites que de consulter vos réseaux sociaux de façon passive, évidemment, ce ne sera pas bon pour votre cognition de façon globale, ni pour l'attention. Mais ces outils-là permettent quand même un maximum d'ouverture. Et moi, je vous encourage aujourd'hui donc à ne pas avoir peur de ces technologies, quelles qu'elles soient. Par contre, de bien les appréhender, de vous poser les bonnes questions, de voir comment elles pourraient vous être utiles dans votre quotidien, comment est-ce qu'elles pourraient à la fois vous faciliter votre quotidien et peut-être vous permettre d'apprendre et d'être plus efficace donc, au quotidien. On pourrait évidemment imaginer qu'autrefois tout était mieux. On pourrait revenir dans l'histoire, mais à quel moment? À quel moment est-ce que c'était mieux? Est-ce que vous avez vraiment envie de revenir à une époque où il fallait aller au lavoir pour laver son linge? Est-ce que vous avez vraiment envie de revenir à une époque où il fallait chasser pour se nourrir, où il fallait apprendre à faire du feu, où il fallait se protéger de la pluie, des intempéries? À quel moment c'était mieux? À quel moment est-ce que l'autre fois était mieux qu'aujourd'hui? C'est la bonne question qu'il faut vous poser. Rappelez-vous que Socrate, que Platon n'étaient pas forcément pour l'écriture, comme quoi on peut être de grands savants et peut-être se tromper, tout simplement. Merci à vous pour cette écoute. Je vous retrouve dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces podcasts sur mon site https://les-secrets.com. Vous pouvez également retrouver l'accès au MemoCamp sur ce même site pour entraîner votre mémoire de façon intelligente. Merci à vous et à très bientôt.